Pour commencer cette discussion sur l'économie numérique dans les pays émergents. Est-ce que effectivement cette économie numérique va être un accélérateur de croissance? On va essayer de savoir pourquoi en interrogeant les membres de notre panel. Ou est-ce qu'effectivement ça va produire de nouvelles fractures? Si oui, quelles fractures? Et ces fractures sont-elles d'ailleurs tout autant au nord qu'au sud? Ou de quelle nature vont-elles être? Avant de commencer et d'introduire ce débat, je vais demander simplement, moi, à nos 4 intervenants, je vais leur laisser 2 minutes chacun de parole, si vous le voulez bien, pour se présenter, en commençant par Jessica Colasso. She's coming from Kenya. Just, I will pass the floor to you, Jessica. Good morning, ladies and gentlemen. How are we this morning? Full of energy? Yeah. More energy. Good, good, good. I am the Director of Partnerships at the iHub, one of the tech hubs in Nairobi. The iHub was set up 4.5 years ago in Nairobi, Kenya. It was one of the first tech hubs in East Africa. And to date, because of the iHub, we have 100 hubs in Africa in about 25 African countries. So the iHub has become the leader for other tech hubs in the emerging markets, mainly Africa. And what we do is we seek to provide a platform for the youth. And these are young people aged between 18 to 35, but we also want people who have experience like you, some of you in this room, to actually mix with the youth, share your experience. So what does the iHub actually provide? It provides a co-working space for the youth, and the main driver is actually the internet. The internet connects us to the global world, meaning Africa is connected to the US, Africa is connected to Europe. We can do the same things that is going on in Europe in Africa. And basically, what's the end goal is that it creates this digital economy, this connected citizen, whereby the young entrepreneur or any entrepreneur who has a business idea is able to actually become a digital entrepreneur. And what the internet has done in a continent like Africa and a country like Kenya, it's created digital jobs, opportunities for young people, opportunities for the youth. The youth comprise about 70% in Kenya. That's an untapped market. But if they're able to harness the power of the internet and actually learn through MOOCs, massive online open courses, and peer-to-peer learning, whereby there's a peer group in Europe. I just met a young lady yesterday, Leila, from Make Sense. If we're able to collaborate, France collaboration with Kenya, there's a lot we can learn, ladies and gentlemen. The entrepreneurs in Kenya want to do business in Europe, and vice versa. The entrepreneurs in Europe want to do business in Africa and in Kenya. This is possible with the power of the internet. So for me, the power of the internet, this digital economy, as we call it, it's just the internet. For me, it's an accelerator of growth for the South-North. It can create digital partitioning if we are bureaucratic. But if we lock down our walls, if we put down our walls, there's a lot we can do with the power of the internet. Thank you very much. Yves, justement, peut-être à la fois vous présenter, PDG de KTM Advance, mais en même temps réagir tout de suite sur en quoi justement on va accélérer l'économie et en quoi les jeunes aujourd'hui vont être les acteurs de cette économie de demain et être les acteurs de ces ruptures. Les jeunes, et en particulier les jeunes effectivement d'Afrique, car les jeunes d'Afrique ont, comme vous pouvez beaucoup le constater, quand même une énergie, une volonté en matière d'éducation et en matière de formation qu'on a un petit peu de mal à trouver chez nous. Donc Yves Dambach, KTM Advance, je suis là au nom de ma société qui est une société leader en Europe dans le domaine de l'e-learning.
dans le domaine de l'e-learning, nous sommes considérés de plus en plus dans le monde comme les innovateurs, c'est-à-dire que nous amenons sur le marché des systèmes technologiques très très efficients à travers une technologie dont vous avez peut-être entendu parler, qui est les serious games, qui est les jeux sérieux. Donc ces systèmes qui permettent, qui sont des systèmes intelligents, qui sont des systèmes de type simulateur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, chez Airbus, vous n'imaginez pas pouvoir apprendre à conduire un avion sans être passé par un simulateur. Nous faisons la même chose un peu dans tous les domaines de l'éducation à travers les serious games. Donc ces simulateurs qui effectivement garantissent le fait que l'efficience du système de formation à travers Internet, c'est-à-dire garantissent que le fait que la personne qui a fait un e-learning à travers un serious game, lorsqu'elle est sur son poste de travail, va devenir opérationnelle. Voilà. Donc nous sommes un rayonnement européen et depuis quelques années, nous avons commencé à travailler justement avec l'Afrique parce que en Afrique, il y a une chose qu'on n'a pas ici en fait quand même dans le système éducatif, c'est une volonté de rénover sur le fond le système éducatif pour répondre à des besoins qui sont des besoins de formation. Pourquoi? Parce que nous avons une démographie galopante. On a des jeunes qui veulent aller sur le marché du travail, qui veulent conquérir le monde, etc. et qui ont besoin pour ça d'apprendre très très vite. Et le numérique leur permet d'apprendre très très vite. Ils l'ont compris et ils veulent utiliser ça. Donc, synergie nord-sud, dans le sens où nous avons la chance, nous en Europe, d'avoir beaucoup de moyens et d'avoir développé des technologies. Eux, ils ont la chance d'avoir des pédagogues, des jeunes qui sont extrêmement entreprenants, envie de rénover le système, ceux dont on n'est plus capable de faire en France. On parle de rénovation du système ou de rupture? Ah, c'est une rupture. C'est une rupture totale parce que aujourd'hui, dites à un enseignant que toute la connaissance est là-dessus et qu'il va devoir travailler que sur le savoir-faire, et donc non pas sur la transmission de connaissances, mais sur le savoir-être, sur le savoir-faire, etc., etc., ça ne marche pas. Il a l'habitude de faire la transmission de connaissances, ça descend. Vous lui dites que tout ça, ça va être déporté sur la machine et qu'il va travailler autrement. C'est très très difficile chez nous, alors que ces jeux, effectivement, on arrive à rénover ça. Florence Gaudy-Perkins, directrice internationale donc d'Alcatel. Donc là, Alcatel, on a toujours l'impression que c'est Big Brother quelque part. Donc ça s'occupe de gros systèmes. Et donc même pour le grand public, tout le monde en parle, tout le monde connaît, mais en fait sans connaître en réalité. Et puis moi, effectivement, j'ai regardé d'un peu plus près, que de se voir dans différentes réunions, et j'ai découvert en fait qu'Alcatel s'occupait aussi justement de mettre aujourd'hui regarder comment ces technologies, donc ces gros systèmes, vont à un moment intégrer la société avec des applications extrêmement utiles. Donc, moi, j'ai parlé avec vous du M-Health, donc de la santé à travers les mobile phones, mais je pense qu'il y a bien d'autres applications. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'une part savoir le positionnement d'Alcatel et pourquoi aujourd'hui, justement, on sort uniquement de quelqu'un qui fait des gros réseaux, je caricature, hein, pour aller maintenant vers, on pourrait dire, la société, l'économie réelle. Qu'est-ce qui est en train de se passer et pourquoi ces nouvelles frontières sur les pays émergents sont celles qui vous occupent aujourd'hui? Merci beaucoup. Oui, effectivement, Alcatel-Lucent, on fait de l'infrastructure télécom et tout naturellement, on se penche sur l'impact en fait, économique et social que la connectivité représente aujourd'hui. Je cite toujours cette étude parce qu'en 2009, en fait, la Banque mondiale a fait une étude qui a démontré qu'en fait, que le haut débit augmentait le PIB d'un pays. Si à plus 10% en fait, de haut débit dans un pays, on augmentait le PIB de 1,38%. Et alors, depuis 2009, il y a eu une pléthore d'études, si vous voulez, qui ont calculé alors l'impact de la connectivité sur l'emploi, sur l'environnement, etc. Donc, ça a effectivement un impact considérable sur tout un tas de domaines, inclus bien entendu l'éducation, qui est un domaine très important, la santé, les finances. Le M-Pesa qui a émané du Kenya est un exemple tout à fait pertinent, mais sur l'environnement aussi, puisqu'il y a des études qui démontrent maintenant que les types peuvent baisser la consommation des CO2 de 7,5%, ce qui est totalement, vraiment considérable. Je crois qu'on ne le sait d'ailleurs pas assez, par le biais de dématérialisation, bien sûr, de smart buildings, transport intelligent, télétravail, etc. Alors, moi, j'ai découvert, en fait, il y a 4 ans et demi, puisque je suis dans la société depuis 4 ans et demi, je n'étais pas du monde du numérique,
Et moi, ce qui m'a frappé, c'était la révolution du mobile dans les pays émergents et les pays en développement. C'est-à-dire que en Afrique, si vous voulez, par exemple en Afrique subsaharienne, vous avez moins de 1% de pénétration d'ordinateurs, alors qu'on attend 85% de pénétration des mobiles. Donc c'est sur ce sujet-là en particulier qu'on s'est attaché sur les pays émergents et les pays en développement. On me disait que même en Mauritanie hier, on est à 114% de couverture en mobile. On est à 130% au Vietnam. Enfin, je pense qu'au Kenya, a little bit more 100% of people got a mobile. Oui, non, c'est tout à fait extraordinaire, hein, les taux de pénétration. Et en particulier, là où il faut qu'on se prépare réellement, c'est que la pénétration des téléphones intelligents, il y a encore 2 ans, on disait, oh là là, le temps que ça arrive en Afrique ou d'autres pays. Or, on a déjà plus de 40% de smartphones, par exemple, au Nigeria, plus de 35% en Afrique du Sud, et donc c'est en train de décoller aussi à une vitesse vertigineuse. Mais on me dit toujours, alors on me l'objecte, moi j'avoue j'ai quelques réponses, mais peut-être vous pouvez me dire, quand on me dit, on arrive en Afrique, on arrive, etc., on essaie de se connecter, ça marche pas, etc. Et quand on regarde après les backbones ou les couvertures aujourd'hui Internet, on s'aperçoit que là aussi, disons dans les 2, 3 ans, 4 ans, ils vont passer plus rapidement à la 4G pratiquement que nous. Alors est-ce que vous confirmez cela ? Alors, il y a beaucoup d'incompréhension à ce niveau-là. Oui, absolument. C'est ce qu'on appelle en Afrique. C'est pour ça qu'il y a de l'innovation au niveau de l'infrastructure qui se passe en Afrique par rapport à nos pays, parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle le leapfrogging, de la 2G à la 4G directement. Et puis des modèles en plus d'investissements innovants qui vont permettre du partage d'infrastructures et de rentabiliser plus les investissements. Mais j'ai perdu le fil de... C'était sur le taux de couverture 4G ah oui, les backbones, des voilà, pays. c'est ça. Alors, les backbones sont effectivement très importants. On dit que c'est le mobile le futur, mais en fait, le mobile dépend des backbones. Parce que le spectre dans le mobile, c'est limité, en fait. Donc, les backbones, c'est les gros tuyaux. Voilà, c'est la fibre, enfin, c'est la connexion, ce qu'on qualifie de fixe, quelque part. Donc, on scinde souvent le mobile du fixe, mais en fait, le fixe et le mobile sont très liés. Parce que demain, il va y avoir une telle explosion en fait, de besoins en data qu'on ne peut pas se permettre de dépendre que sur le mobile. Donc le déploiement des backbones en Afrique est extrêmement important et va beaucoup se faire dans les années qui vont venir parce que les 4 dernières années, on a vu beaucoup de câbles sous-marins s'installer autour de l'Afrique. Donc on s'attend maintenant à un énorme déploiement de backbones pour aussi permettre aux mobiles de... Voilà, l'intérêt du déploiement, c'est en même temps d'augmenter les débits et de réduire les coûts. C'est bien cela. C'est très important, c'est le gros challenge d'aujourd'hui, parce qu'il y a des gros problématiques. Alors, on peut s'imaginer tout à fait des services qui existent déjà, extraordinaires en M-santé, en M-payments, M-éducation, etc. Mais il y a beaucoup de la population aujourd'hui qui n'y a pas encore accès d'un point de vue prix. On dit qu'il y a, je crois que il y a 2 pays d'Afrique où c'est 7 fois et demi le salaire moyen. Je crois, de manière générale, dans les pays en développement, c'est de l'ordre entre 40 et 100% du salaire moyen. Donc les gens ne peuvent pas encore se permettre les connexions 4G, la data, tout ce qui va être vraiment relevant. Enfin, donc il y a un gros travail là-dessus à faire, effectivement. Et ça, c'est les modèles innovants d'investissement, entre autres, mais il y a plein de... Oui, mais ils vont passer la parole, extrêmement vite. Là, je reviens du Rwanda la semaine dernière, avant le Sénégal. Je suis allé voir les Coréens qui mettent le backbone dont tu parles en ligne. Dans 2 ans, tous les sites, tous les villages, mieux que chez nous, au Rwanda, seront connectés à très très haut débit. Tous, sans exception. Jessica, are you okay? You can confirm that? You can confirm that everybody will be connected in East Africa in the next coming 3-4 years? What I'd say in the last actually 6 years is that East Africa has actually become, the digital divide has actually decreased, but we are still not there when it comes to the interior, the local, right down to the rural communities. We've had about 5 to 7 cables landing over the last 6 years. And urban areas are actually becoming more digitally connected. So the digital divide in the urban areas is actually decreasing. We've still got a long way to go when it comes to the interior of these East African countries. But what we can say is that the East African countries, the cities, the major cities like Kampala, Dar es Salaam, Nairobi, they're actually connected. But there's a lot the telcos and other players in the space can actually do to actually reduce the costs much more.
I believe the internet, there's a joke that goes around in the internet world or the tech world, is the Maslow's hierarchy, right? And under the basic needs, what the technologies in East Africa and actually globally is they include Wi-Fi as a basic need, right? If you've all seen that on Facebook, on social networks, it's actually been shared. And Wi-Fi is what is become, it's not a luxury good anymore. The internet has become a basic good. It's a public good for the community to actually use for their own benefit with regulations in each country, so it's used in a good manner. So I think there's a lot we can do. C'est une bonne transition. Merci pour passer la parole à professeur Laurent Gilles, professeur d'économie à Télécom Paris Tech. Et alors, moi, je suis content de vous avoir, professeur, parce que moi, j'ai lu en début d'année donc un remarquable document que je vous invite à regarder, qui s'appelle effectivement l'étude réalisée sur la dynamique Internet en 2013 par le Commissariat général à la stratégie et la prospective, prospective 2030. Vous avez donc supervisé ce travail et vous écrivez quelque chose qui rejoint exactement ce que vient de dire Jessica. Le consommateur devient producteur-contributeur. L'amateur se vit en professionnel et parfois réciproquement. Les produits se fragmentent et se recomposent presque à l'infini, notamment les biens culturels. Le marché fréquemment ne définit plus le produit, mais est défini par le produit. Privés et publics sont brouillés par l'émergence de collectifs intermédiaires. La propriété se dilue dans des droits d'usage incertains. La distinction entre le réseau et ses terminaux s'évanouit. La responsabilité se diffuse sans repère possible. La valeur se détache des biens et services, etc. Et donc, vous dites très clairement qu'effectivement, on est au début d'une grande révolution. Alors, peut-être vous pouvez nous éclairer, justement, parce que moi, j'ai trouvé ce rapport remarquable. Ce que je regrette, c'est qu'il faut le trouver comme ça sur Internet. On n'a pas l'impression qu'ensuite, quand c'est une mode française, on a écrit ça, ben, on va en avoir une quelconque utilité. Ça n'a pas été diffusé, etc. Voilà, donc vous avez l'occasion de nous en dire un peu plus dessus, mais surtout de le ramener, puisque j'ai découvert depuis, on a eu le temps de se parler, que là aussi vous travaillez au Sud et vous êtes un acteur justement, notamment auprès des sociétés de régulation, des organismes de régulation sur les télécoms. Eh bien, je crois qu'effectivement vous êtes quelqu'un qui peut nous apporter aujourd'hui un éclairage sur ces nouvelles frontières. Puis-je vous donner la parole? Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à partager un petit peu ces thématiques aujourd'hui. Alors, je vais être un petit peu dans la position de tempérer ce qui a été dit, mais effectivement de confirmer ce que vous dites, c'est-à-dire que Internet est en train de brouiller chez nous, en tout cas, toutes les frontières entre le professionnel et l'amateur, les frontières transforme le salariat, par exemple, aujourd'hui, à travers tous les systèmes collaboratifs que nous avons évoqués hier dans une autre session. Et donc, Internet dilue l'ensemble des frontières que nous connaissons. Et ce qui est intéressant dans l'irruption d'Internet en Afrique, c'est qu'effectivement, ce sont des frontières qui n'ont pas encore été construites pour la plupart. Et que donc, l'Afrique a là un champ pour s'approprier un Internet qui est en train de détruire nos frontières, mais qui n'a pas reconstruit de nouvelles frontières qui vont arriver et qui vont surgir, bien évidemment, parce que nous avons besoin de délimiter pour des raisons de droit, fiscal, social, nous avons besoin de délimiter un certain nombre de choses. Donc de ce point de vue-là, c'est une opportunité sans doute tout à fait majeure pour des continents qui ne connaissent pas toutes les structures socio-économiques que nous connaissons. Mais par ailleurs, je voudrais tempérer un petit peu ce qui a été dit. La session précédente ici sur le gaz de schiste et le nucléaire a montré qu'il fallait se méfier des chiffres qui circulaient et que bon nombre de chiffres qui circulaient étaient utilisés à des fins de lobbying. Vous citiez l'étude de la Banque mondiale qui disait que 10% de pénétration du broadband dans les pays africains émergents générait 1% de PIB en plus. Cette étude a été menée en 2009, à une époque où il n'y avait pratiquement aucun réseau haut débit en Afrique. Et donc, elle est effectivement fondée, pour moi, en tant que scientifique, sur du vent. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une corrélation qui existe entre le développement économique et la pénétration des technologies d'information et de communication. Mais je crois qu'il faut garder raison à la fois sur l'ampleur du phénomène et sur la vitesse. Je dirais simplement à cet égard qu'en 2007, nous avons eu une transformation majeure de notre environnement qui était l'arrivée des smartphones.
et l'arrivée de Facebook en même temps. Et donc une pénétration extrêmement rapide des usages, de l'équipement des populations des pays du Nord en technologie d'information et de communication, avec des usages croissants, des volumes de data qui doublent tous les ans ou presque, et donc une croissance tout à fait exceptionnelle de l'usage de ces TIC. Et pourtant, depuis 7 ans, nous connaissons la pire crise économique que nous ayons connue depuis plusieurs décennies. Et donc cette corrélation entre l'usage des technologies d'information et de communication et le développement et la croissance économique n'est pas si évidente que ça. Donc qu'il y ait des corrélations, c'est certain, qu'il y ait une causalité. Donc prudence là-dessus, sans vous interrompre, mais quelques éléments, peut-être vous pouvez... McKinsey disait notamment que les secteurs dans lesquels Internet peut avoir un impact important et décisif sont par ordre décroissant, je cite, les services financiers avec plus de 50% de gains de productivité, alors le traduire ça en PNB, c'est différent, l'éducation, 10 à 30%, on pourra en parler tout à l'heure, la santé, le commerce et l'agriculture. Et par contre, les services financiers, citer l'exemple, mais je crois qu'il est bien répandu au Kenya, et notamment en Afrique de l'Est, du M-paiement. On en parlera après, mais je vous laisse poursuivre. Donc, pour en arriver également à la question de la fracture numérique que l'on présente souvent comme une fracture nord-sud, je pense qu'effectivement, on connaît dans chacune de nos sociétés, et les sociétés africaines le connaissent pareillement, des fractures sociales autour de l'usage du numérique au sein d'une même société. Et que les populations rurales, par exemple, que ce soit en France ou que ce soit au Burkina Faso, que les populations analphabètes en Afrique sont moins utilisatrices d'Internet. Évidemment, je ne suis pas sûr qu'elles soient moins utilisatrices de la téléphonie mobile, et que donc il y a là des fractures qui ne sont pas de même nature, en tout cas, au nord et au sud. Moi, j'avais l'impression que le mobile avait rapproché les gens, et la question que je me posais pour des questions même d'accès à l'énergie, est-ce qu'effectivement l'Internet n'est pas en train de recreuser un fossé rural-urbain en Afrique? Sans doute, mais l'Internet passera par le mobile. Donc il n'y aura pas d'Internet fixe, puisque les réseaux fixes sont extrêmement faibles et voire inexistants dans un certain nombre de pays. Donc l'Internet passera par le mobile, et la barrière pour le moment, c'est l'équipement en smartphone, c'est l'équipement en terminaux. Ce que je voudrais juste pointer, c'est cette fracture numérique nord-sud. Il y a une fracture économique évidente. Si on prend un indicateur comme le PIB par tête, quelles que soient les critiques que l'on peut adresser à cet indicateur, on a un rapport entre le nord et le sud de l'ordre de 1 à 50, 1 à 100 selon les pays que l'on prend. 500 € par tête dans des pays africains tels que l'Éthiopie ou le Niger, versus 40, 50 000 € par tête au nord. On a donc un ratio de 1 à 50, 1 à 100. Si on prend l'usage du numérique, vous soulignez une pénétration de plus de 100%, là encore, il faut prendre avec précaution. Je rappelle qu'il y a plus de 50% de la population africaine qui a moins de 14 ans. Tous les bébés ne sont pas équipés de téléphone en Afrique. Donc ces taux de pénétration représentent en fait le phénomène du multisim dans un contexte prépayé. Mais on a des pénétrations qui sont tout à fait honorables et qui sont dans un ratio de 1 à 2, 1 à 3, 1 à 4 avec l'Europe. On a en termes de consommation, d'ARPU, de consommation téléphonique. C'est quoi l'ARPU, faut préciser. L'ARPU, c'est la recette moyenne par usager, des ratios qui sont aussi de 1 à 5 entre le nord et le sud. En Internet, on a en Afrique un réseau de transmission de données tout à fait considérable, qui est complètement sous les radars de tout le monde, qui est totalement passé inaperçu depuis une dizaine d'années, mais sur lequel se transportent des quantités phénoménales de fichiers de données, qui est tout simplement le réseau Bluetooth de terminal à terminal, qui ne coûte rien. Et quand vous voyez les jeunes Africains, je dirais, discuter entre eux, ils sont tout le temps en train de s'échanger des fichiers de terminal à terminal, sans que personne à la fois ne prélève sa dîme sur ces transferts de fichiers et ne les observe, alors que les terminaux sont pleins de fichiers et donc sont des répertoires tout à fait conséquents, à la fois de fichiers musicaux, de fichiers vidéo, des meilleurs buts de foot qui ont été passés au moment de la CAN, etc., etc. Et donc cette fracture économique ne se traduit pas par une fracture numérique entre le nord et le sud. Bien au contraire, on a une surconsommation d'une certaine façon par rapport au nord du numérique dans le sud,
que l'on voit très bien à travers le poids que représente le numérique dans les économies nationales. En Europe, dans l'Occident, on a à peu près 4% du PIB qui est formé par le numérique. On peut atteindre des ratios de 6, 8, 10% dans un certain nombre de pays. À tel point que la Banque mondiale s'interroge aujourd'hui sur la part du budget des ménages qui est consacrée au numérique et je dirais à certaines craintes sur la prise de budget alimentaire ou d'autres budgets sensibles du point de vue des ménages. Alors, justement, enfin, vous vous dites effectivement, je prends l'exemple de Bluetooth, hein, où on échange gratuitement. Yves, dans quelle mesure on peut construire des modèles économiques sur une économie, donc tout compte fait, où on a des consommateurs, on a une classe moyenne, mais vous avez le pouvoir d'achat relativement peu élevé, et que derrière, on a une économie tout compte fait déjà informelle, dans laquelle tout compte fait l'échange est gratuit. Alors est-ce qu'aujourd'hui, parce que quand même construire une nouvelle économie suppose une part d'économie formelle et de la construction de valeur et de la pérennité en fait des systèmes ou des services qui vont être rendus? Alors, si on parle de l'économie du Sud, en particulier sur lesquelles nous intervenons actuellement, les choses sont en train de bouger énormément et le numérique nous permet de bouger. Parce qu'il y a l'économie dans le Sud en particulier formelle et l'économie informelle, vous le savez aussi bien que moi. Et le fait aujourd'hui d'introduire par exemple des paiements à travers ces outils-là font qu'on rentre de plus en plus dans l'économie du formel. Vous allez au Sénégal, par exemple, vous allez vous rendre compte que Total propose aujourd'hui le paiement dans les stations-service à travers ces mobiles-là. Et si vous payez avec un mobile, c'est 10% moins cher sur votre facture de carburant. Ça transforme totalement le système économique et le système même de management d'une station-service chez eux, à tel point que Total est obligé aujourd'hui de former tous ces gérants de stations-service à être des gérants, des vrais gérants, comme nous pourrions être des gérants de stations-service. De service, en gros. De service. Voilà, l'économie est en train de se transformer. Il rentre dans une économie qui est de plus en plus une économie qui est proche de chez nous, je le vois, avec des investissements sur le numérique, par contre, qui sont colossaux. Parce que, je reprends le cas du Rwanda. On est sur une population qui doit faire 10 millions d'habitants, donc c'est l'équivalent d'une grande région maintenant, bientôt chez nous. En 2 ans, ils vont juste investir quand même, et c'est les Coréens qui mettent ça en place, donc je peux vous dire que c'est juste une machine, mais une vraie machine. Ils sont en train d'investir 170 millions de dollars sur 2 ans pour mettre en place le backbone dont on parlait. Juste le backbone, même pas encore les terminaux 4G, juste la fibre. Voilà. Trouver une région ici qui va injecter en 2 ans 140 millions rien qu'un pour un backbone. Vous voyez, le gap va se faire, le pas va se faire, et on va rentrer dans une économie de plus en plus formelle grâce aussi à ces économies-là. Et l'éducation va jouer un rôle très très important là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans ces pays-là, Paul Ginès est bien placé pour le savoir parce qu'il a développé une structure qui était économiquement très très rentable en la matière. Je veux dire, les gens sont prêts à payer pour former. Ils sont prêts à payer pour former, et ils sont prêts à payer pour former, non pas pour avoir un diplôme, aussi pour avoir un diplôme, mais surtout pour accéder à des jobs meilleurs, à des bons jobs, et à être employable dans des grands comptes ou à pouvoir développer son propre business. Donc des choses opérationnelles. Et là, il y a derrière une économie de marché très très importante qui va se développer sur l'éducation et la formation en Afrique, et économie qui est chez nous, en Europe, surtout en France, faiblarde. Pourquoi ? Parce que nous avons un système extrêmement conservateur en matière d'éducation et de formation qui refuse systématiquement l'arrivée de ces nouvelles technologies, malgré tous les discours, puisque nous sommes à 7% à peu près de taux de pénétration de l'e-learning en France dans la formation continue, alors qu'en Allemagne on est à 25%, aux États-Unis on est à 50%, à cause du juridique, du réglementaire, du corporatisme, tout ce que vous voulez, alors que là-bas, ces frontières n'existent plus. Si je résume, donc, si on a de l'argent à mettre, il faut le mettre au sud, c'est ça? Non, c'est un mariage de raisons. Bon. Nous avons les moyens, nous avons des moyens importants quand même en Europe, on continue à avoir des moyens importants, nous avons innové, nous avons des technologies, etc.
ils ont un savoir-faire extraordinaire, des pédagogues extraordinaires, des jeunes qui veulent faire la révolution. On va la faire ensemble. Alors, la révolution, deux exemples. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est, bon, on parle des applications, mais est-ce que vous pouvez illustrer, Florence, à la fois ce qui se passe dans le M-Santé, qu'est-ce que ça veut dire, comment aujourd'hui ces nouveaux services, et Jessica, qu'est-ce que vous faites dans votre iHub et quelles solutions sont en train d'être développées par justement les jeunes dont vous parliez tout à l'heure. Peut-être Florence, dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe au Sénégal ? Alors, moi, je voudrais juste rebondir sur cette histoire de fracture numérique, parce que très sincèrement, je pense que l'innovation est en train de venir d'Afrique, pas que d'Afrique, mais des pays en développement sur tout ce qui touche les services, en tout cas sur les mobiles, hein, cette révolution des mobiles dont je vous parlais. Alors, je vais citer quand même 2-3 petits exemples pertinents pour make my point. Si on prend justement M-Pesa au Kenya, et certainement Jessica pourra en parler mieux que moi, mais enfin, sur les 20 pays qui sont les premiers sur les M-Payments, les 15 premiers sont en Afrique quand même. Vous avez 85% de la population au Kenya aujourd'hui qui utilise son portable comme compte bancaire et moyen de paiement. C'est gigantesque. Pourquoi ? Parce que 80% de la population au Kenya n'avait pas de compte bancaire. Donc il faut quand même le comprendre tout ça. Quand on parle de M-Santé, vous prenez le Soudan, vous avez un docteur pour 100 000 personnes. En Tanzanie, vous avez un docteur pour 50 000 personnes. En France, pour information, on a un docteur pour 300 personnes. Donc, des services comme la M-Santé, c'est pas... ici, la M-Santé, c'est un peu soit un luxe, soit pour réduire les coûts, réduire la lourdeur administrative de certaines choses. Là-bas, ça va être plus une question de survie. Donc, ça booste évidemment l'innovation, au-delà du fait qu'évidemment, il y a une énergie extraordinaire dans ces pays en ce moment du fait de la croissance, le dynamisme des jeunes dont on a parlé. Il y a aussi simplement ce manque d'infrastructures sur certains domaines. Enfin, la même chose existe sur l'éducation. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à l'éducation. Donc, si vous voulez, ces services mobiles ont une autre signification. Et c'est, pour moi, la chose la plus intéressante dans cette révolution du numérique, quelque part, c'est ça permet l'accès à des services à des gens qui n'auraient jamais eu accès ou pendant très longtemps. Si je peux juste résumer, la croissance très vive qu'on a aujourd'hui, notamment démographique, mais économique, fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus répondre en répliquant dans le domaine de la santé des dispensaires. On n'a pas le temps de les construire au rythme des besoins, hein, ou même encore plus de les équiper après avec, et surtout mettre des nurses ou des médecins. De l'autre côté, même chose dans l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu pour l'Afrique, c'est bien effectivement de construire en fait une nouvelle économie, de faire l'économie de ce qu'on vient de faire nous, et puis de sauter directement dans un nouveau système dans lequel le digital sera au cœur des dispositifs. C'est bien ça. Mais c'est déjà en existence, c'est-à-dire que juste pour finir, la M-Santé, on entend parler de la M-Santé, enfin pour ceux qui en ont entendu parler. Concrètement, mais pour illustrer la M-Santé, ça veut dire quoi ? Je prends mon téléphone, je prends ma température, qu'est-ce qui se passe ? Alors ça peut être beaucoup de choses différentes. Il y a des applications très sophistiquées effectivement de ce type-là, mais ça peut être des choses extrêmement simples, tout simplement de l'information. Déjà la population, moi je travaille sur des projets du diabète par exemple. Alors si on prend le Ghana, le diabète est une véritable épidémie dans les pays en développement. Contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, 80% des décès du diabète sont dans les pays en développement. On s'imagine toujours que c'est les États-Unis, les pays industrialisés qui mangent du McDonald's, mais en fait c'est un fléau terrible dans les pays en développement. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de docteurs qui ont été formés, par exemple, au diabète. Donc, situation du Ghana, pour vous donner un exemple concret, population 22 millions, ils estiment qu'il y a à peu près 6 millions à 7 millions de la population qui sont touchés par le diabète, et 70% de ces personnes seraient non diagnostiquées. Il y a 10 diabétologues au Ghana pour tout ça. Donc, c'est une catastrophe. Donc, déjà, le portable, simplement de donner l'information aux populations pour dire... Qu'est-ce que c'est que le diabète ? Quels sont les symptômes ? Si vous avez ces symptômes-là, allez vous faire mesurer votre taux de glucose. Rien que ça. Ça, c'est quelques SMS. Donc, ça n'a pas besoin d'être des applications extrêmement compliquées. Bon, après, il y a tout un tas de choses. Je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais des problèmes de stockage dans les zones rurales. Il y a des résultats extraordinaires qui ont été atteints par les simples envois aussi de petits rapports SMS. Il y a évidemment des rappels pour des rendez-vous, pour prendre son médicament. Évidemment, la formation du personnel de santé, ça va être très, 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 très important. Voilà. Mais je voulais juste dire, l'Afrique est premier au monde en santé mobile.
Les pays qui sont avant les États-Unis et l'Europe en santé mobile, c'est l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. Donc je veux dire, il faut quand même le savoir, quoi. Donc quand on parle de fracture numérique, oui, ok, mais il faut prendre en compte ces réalités-là. Et je pense que Jessica mentionnait l'importance de travailler, que nos jeunes entrepreneurs travaillent avec les jeunes entrepreneurs en Afrique. Je pense que les jeunes entrepreneurs en Europe ont tout à fait intérêt à travailler avec les entrepreneurs en Afrique, parce que je pense qu'on a des choses à apprendre. Jessica, pouvez-vous illustrer par des exemples justement les startups, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles sont en train de proposer comme nouvelles solutions, qu'est-ce que les jeunes imaginent tout simplement, comment vous allez changer les choses? Thank you very much, Paul. Before I go into the examples, I just want to play a video of the iHub so you actually understand what the iHub is about. Gentlemen? On peut avoir la vidéo? Merci. Welcome to the iHub, where we deal with ideas, where we expect innovation, and there's an openness of sharing that you don't find in most other places in technology in East Africa. The iHub is really the nerve center for the technology community in Kenya. It's the place where it doesn't matter if you're an investor, a startup, a freelancer, or somebody from the academic world or the government, you can find somebody who's doing something that's interesting and intersects with you. And I think that's the most powerful thing about the iHub, is that it's really where people meet and good things happen. Here, ideas win, and people who build things take precedence over people who talk about things. Thank you. Vous avez cassé l'université. So that's actually the iHub in Nairobi, Kenya, and you can see many young people coming into the space. And just to give a few examples, over the last 4 years, we've had a lot of people coming through the iHub. As you've seen, it's a very open co-working space. People who have actually ideas and take the ideas to the next stage. What we seek to do is actually encourage entrepreneurship. And we've had about 50 companies come out of the iHub, and really companies that have made it to the next stage of the startup world after 3 years. About 20 companies have actually succeeded, and these are to do in mobile finance, health, agriculture, education, and utilities. What I'd say is... All right. Okay, so giving you examples is that, yes, M-Pesa is one of the innovations that has come out of Kenya, but in 2008 and 2007, something strategic really happened in Kenya, and this is the post-election violence. And this is where the platform Ushahidi meaning witness, some of us know what Ushahidi is here and have used it. It was a platform that actually was developed by volunteer developers, mainly in Kenya. And that was one of the bases that the Ushahidi team, together with myself, actually set up the iHub to actually encourage more innovations like M-Pesa and Ushahidi to come up. And to date, we've seen that. So in agriculture, for example, I've seen the young entrepreneurs grow. Jamila, Linda, and Susan. I've mentored a few of them. They were in university, and they joined me at the iHub as interns. And they were reading the papers on a day-to-day basis. And yes, in Africa, in Kenya, we actually innovate based on the need and wants. We actually innovate and create real-life solutions for problems that actually exist out there, the core problems. And what Jamila and Susan were reading in the day-to-day paper was that farmers were actually being taken advantage of. Is the middleman were actually cheating them, is charging them high prices. Sometimes the farmers would not sell their crops because they actually knew the middleman would cheat them. So there's this lack of trust. And it was a frequent article that came out in the daily newspapers almost on a monthly basis. And what Jamila and Susan did at the iHub is we have a hackathon, and a hackathon is like a 24, 36-hour coding business plan session whereby you come from the idea stage into concept stage, into prototype stage, and validation stage.
And they're doing this concurrently, building the technical platform, building the business know-how. And what they created was a platform called M-Farm. And M-Farm is actually a platform to actually provide local farmers in Kenya with price information. And you can actually access it via the web. You can actually access it via the mobile. USSD is a way you can actually access the price information. SMS is also a platform where you can also access the information. We've had many other applications that have come out of the iHub, like Eneza Education, which has been used in the educational sphere. And again, this is Tony Marivagalia, who actually is based in the US but has taught for 20 years as a teacher in Kenya, in the Western region. She actually saw a need for students to actually access content and do more tests and homework when they go home. And what she saw again is the default device is the mobile phone. So she actually provided a platform whereby you can, through USSD and SMS, you could actually access basic math and English and Kiswahili tests. And now she's actually gone to the next stage and providing Android application whereby you can actually download it on your smartphone and actually connect via the web. So we're actually going with the trends is we're providing all sorts of, not only Bluetooth, but providing all sorts of communication channels via the mobile. And a trend that you're actually seeing in Kenya and across Africa and the emerging markets is something called the Internet of Things. And I believe the Internet of Things is something as part of the digital economy that will actually be more of an accelerator for growth. Things of connected devices, wearables. We are moving, the technology is very nascent right now in Kenya, but we are moving to what we call near-field communication, whereby you actually do check-ins when you go to a restaurant, and that's becoming very hype in the urban areas. So when it comes to applications in technology, when it comes to Kenya, we can start from the bare basic, the native applications, to the very, very sophisticated applications. And this has been done right in Nairobi, Kenya, and across Kenya. And I think I can go on and give a lot of examples, but I would encourage you, if you're very inquisitive and want to know what other fields applications are being built in, then you can see me later. Yeah. Yes, thank you. Yves, juste pour rebondir sur les questions d'éducation, en quoi, d'une part, est-ce qu'on pourra même bientôt se former à partir d'un mobile, parce que bon, c'est la question, et en quoi, justement, il y a tout un débat, on entend parler des MOOCs, on entend parler d'un certain nombre de choses. En quoi, aujourd'hui, les serious games que vous fabriquez sont une rupture pédagogique et technologique, et en quoi, justement, ils vont pouvoir effectivement changer les choses en termes d'accès donc à la formation et à la compétence. Alors, on n'est pas les seuls, mais on est certainement les plus avancés technologiquement dans les serious games à dire que... c'est quoi un serious game d'abord? Les serious games vont effectivement révolutionner les choses. On est en train de jouer sérieusement. Là. La notion de gamification est rentrée maintenant dans le langage des pédagogues, même des financiers. Alors, c'est quoi un serious game? Mais je crois que je l'ai déjà dit. Non, je n'ai pas déjà dit. Est-ce que c'est un serious game? Mais si, j'ai déjà dit, hein, grosso modo. Vous n'avez pas écouté, Paul. Donc, un serious game, en deux mots, c'est effectivement utiliser les technologies du jeu vidéo. Enfin, vous savez bien, le jeu vidéo, c'est vous apprenez. Dans le jeu vidéo, on a un jargon. Ils ont un jargon. Moi, je suis pédagogue depuis 25 ans, mais ils ont un jargon qui s'appelle la courbe d'apprentissage, le même que le nôtre en pédagogie. La courbe d'apprentissage. Cette courbe d'apprentissage qui vous permet de passer d'un niveau à un autre, de maîtriser les règles et d'être derrière au bout le plus performant et si possible de killer la machine, de killer le concepteur de la machine. Comme quand vous jouez aux échecs, vous essayez de contrer la machine lorsque vous jouez avec une machine aux échecs et d'être meilleur qu'elle. Voilà, c'est pareil pour le serious game. Donc dans les serious games, c'est de la simulation. Hein. On met dans le simulateur les règles du jeu et en collaboratif, ici ensemble, si c'est un jeu multijoueur, on va essayer d'être, pas ensemble, mais ensemble virtuellement, on va essayer d'être meilleur et de gagner. Et pour gagner, c'est effectivement maîtriser parfaitement les règles. Qui sont les règles du jeu? Qui sont des systèmes intelligents qui sont faits par
partir de règles du jeu, du système économique, de vente, etc., etc. Et voilà, donc c'est ça le serious game. Donc c'est des programmes extrêmement intelligents, compétents, proches de l'intelligence artificielle. Mais ça coûte cher. Alors ça coûte cher à développer, sauf que nous sommes sur un marché, mondialement, l'éducation et la formation, c'est 9% du PIB. 9% du PIB, 3 fois le jeu vidéo. Enfin, 3 fois l'entertainment, je veux dire, c'est colossal. Tout le monde le sait aujourd'hui. C'est pour ça que les Américains sont en train d'investir massivement dans l'e-learning. Coursera, 10 millions d'euros, etc., etc. Je veux dire, parce qu'ils savent très bien que c'est un marché colossal et que demain, celui qui maîtrisera ce marché-là sera quand même maître d'une bonne partie de l'économie dans ce monde. Et aujourd'hui, on a une chance avec ce qui se passe effectivement dans le Sud. On a une chance extraordinaire parce que culturellement, on est quand même très très proche de nos amis africains. On a la chance ensemble, mais alors là, vraiment, il faut que ce soit dans un partenariat, de la confiance, du partage de revenus, etc. Parce qu'on a le même intérêt commun. Je veux dire, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Nous, on a peut-être la technologie, mais eux, ils ont plein d'autres choses dont j'ai parlé avant. On a à travailler ensemble pour créer cette économie-là, et on a les moyens quand même d'imposer une technologie, un savoir-faire qui peut permettre de développer nos économies communes. Nous sommes, qu'on le veuille ou non, ou le dire ou pas, on est à 0% de croissance. Ils ont une forte croissance. Si on se mettait ensemble, on aurait peut-être tous les deux une croissance beaucoup plus forte. Et on peut le faire dans le domaine du digital et dans le domaine en particulier de l'éducation. Pourquoi ? Parce que ce marché-là n'a pas encore été correctement investi par les grands acteurs mondiaux. Ils y vont, hein. Ils vont y aller très très vite. À nous d'y aller un petit peu plus vite en collaboration nord-sud, parce que c'est là où je pense qu'il y a la plus grosse opportunité aujourd'hui. Je reviens juste à un petit truc, un petit exemple, Paul, typiquement, puisque par rapport au Kenya, et pour vous donner une idée, je veux dire au Sénégal, parce qu'on parlait du Sénégal, aujourd'hui, dans le système universitaire, enfin c'est-à-dire en post-bac, il y a à peu près 15 000 étudiants par an qui arrivent. 15 000 étudiants, chaque année, en plus. Dans ces pays-là, vous ne pouvez pas créer une université par année. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce que vous faites comme au Rwanda, comme dans tous ces pays-là? Vous créez des universités virtuelles. Ils créent tous des universités virtuelles. C'est un booster extraordinaire économique pour nous, pour les deux pays, enfin pour les deux continents. Alors, professeur, juste pour avancer sur ce que vous écriviez aussi dans l'ouvrage, ces enjeux-là sont quand même des enjeux mondiaux aujourd'hui, et derrière, on voit bien qu'il y a des enjeux. On le parle avec Google, on en voit avec Facebook ou autres. Il y a quand même des enjeux de pouvoir considérables derrière. Qui va contrôler un certain nombre de systèmes comme cela? Qui va contrôler l'accès au savoir? Qui va donc produire et donc influencer en réalité? Et l'éducation n'est pas le moindre des secteurs. Alors, quel point on peut faire là-dessus? Est-ce qu'il y a maintenant des évolutions dans la régulation? Est-ce que le Sud va devenir encore un champ de bataille sans que, justement, sur lequel chacun va y aller à coups de millions de dollars pour acquérir des positions? Est-ce que c'est ce jeu-là qui est en train de se jouer, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont déjà un peu plus raisonnées? Oui, c'est une question pour nous assez centrale. Je pense même que sans parler du Sud, on peut parler aussi de l'Europe. Et que quand on regarde l'évolution des réseaux, des applications et des terminaux, effectivement, on a aujourd'hui une prise en tenaille des réseaux par ce qu'on appelle les OTT, over the top, c'est-à-dire les grands prestataires de services type Google, Apple, Facebook, Amazon, eBay, etc. Et ceux qui fournissent l'intelligence dans les terminaux, notamment les Apple, Samsung et autres. Et quand on regarde l'ensemble de ces firmes qui forment la nébuleuse Internet, je dirais, et si on les regarde non pas à travers le prisme des chiffres d'affaires qui ne veulent pas dire grand-chose, mais à travers le prisme des capitalisations boursières, vous savez que la capitalisation boursière, c'est l'espérance de gain que les marchés financiers portent sur tel ou tel acteur économique. Eh bien, quand on regarde l'industrie Internet au prisme des capitalisations boursières, sur la petite centaine de firmes qui fait plus de 1 milliard de dollars de capitalisation boursière, eh bien, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, 84% sont américaines, 10% chinoises, 4% coréennes, japonaises, russes et 2% européennes.
Et donc, sans parler évidemment du zéro pointé pour les pays du Sud, si on exclut bien évidemment la Corée du Sud ou des gens comme ça. Et donc, ces entreprises ont une telle force de frappe financière qu'elles sont à même non seulement d'investir. Alors, la plateforme d'aujourd'hui, tout le monde la connaît, la plateforme d'aujourd'hui sur laquelle se portent les développements, c'est le smartphone, c'est l'intelligence dans ce petit outil de communication. Il va y avoir de nouvelles plateformes. Ces nouvelles plateformes, on les détecte aujourd'hui, tout le monde en parle, que ce soit les lunettes, que ce soit les montres, que ce soit la voiture connectée, le domicile connecté, les etc. objets, enfin, c'est-à-dire que la frontière entre le vivant et l'objet va se réduire, c'est ça? Absolument. Et donc, toutes ces firmes investissent ces nouvelles plateformes. Le robot aussi. Le robot va jouer un rôle tout à fait considérable dans les années qui viennent. Et avec des systèmes d'exploitation, avec des systèmes applicatifs qui vont être portés sur ces systèmes d'exploitation. Mais ces grands, ces majeurs de l'Internet ont aujourd'hui la puissance financière qui leur permet à la fois d'investir dans ces nouvelles plateformes, et si jamais elles manquent une marche, si jamais elles loupent une innovation, parce que dans le monde du numérique, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'effectivement, il y a des innovations que l'on ne voit pas venir et qui surgissent à un moment donné sans qu'on les ait vues venir, eh bien, on le voit tous les jours, ces grandes firmes rachètent des petites start-up à travers le monde, et donc tant l'Europe que l'ensemble des continents. Elles les rachètent pour tuer l'innovation ou non, pour contrôler? pour l'intégrer, tout à fait, mais c'est une perte de contrôle, bien évidemment. Et quand on sait qu'en tant qu'usagers, nous sommes assujettis aux lois des sociétés dont nous utilisons les services, ça veut dire que l'ensemble du monde aujourd'hui est effectivement assujetti à la législation américaine sur l'usage de ces services. Juste un petit mot avant de passer la parole à la salle. Florence, une petite réaction là-dessus? Oui, une petite réaction quand même. Parce que dans le cadre de mon travail, je travaille beaucoup avec des ministères de télécom, en fait, de par le monde. Et par rapport à ça, enfin, je cite le ministère des télécoms de Colombie qui disait, il est moins inquiet sur l'aspect infrastructure dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'il a dit il y a plein d'ingénieurs très intelligents, beaucoup de gens très intelligents dans ce secteur. Oui, il y a des challenges à résoudre en termes de couverture et de prix d'accès, mais c'est dans le même secteur, on va y arriver. Il disait, je suis beaucoup plus inquiet sur qu'est-ce qu'on met sur cette infrastructure, le contenu. Qu'est-ce qui fait, parce que lui, il a installé en fait un très bon réseau dans son pays, il est arrivé à réduire les prix. Il me dit, je suis allé voir mes petites et moyennes entreprises, je dis, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas un Internet subscription, enfin un abonnement Internet? Et ils répondent, mais pourquoi? Il n'y a pas de service qui m'aide à mieux gagner ma vie, etc. Et il dit, vous savez, ce n'est pas Google et Facebook qui vont aller créer des services pour mes petites PME en Colombie qui ont besoin, comme disait Jessica tout à l'heure, c'est pas Google qui sait que la personne avait 3 intermédiaires pour obtenir vendre son produit agricole, etc. Donc le contenu local est très important. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que sur tout ce qui touche les services un peu au gouvernement, un peu santé, éducation, tout ça, c'est des sujets qui sont quand même aussi, entre guillemets, publics. Donc moi, je travaille beaucoup sur des partenariats multipartites, justement, public-privé, ONG, entrepreneurs sociaux. Et on voit un petit peu que le gouvernement va s'en mêler de tout ça, etc. aussi. Et d'ailleurs, c'était, je crois, le ministre d'éducation du Kenya qui avait mis un espèce de moratorium aussi sur tous les programmes e-éducation qui émanaient et qui n'étaient pas adaptés, je veux dire, au local. Donc, moi je ne crois pas, si vous voulez, d'un point de vue contenu, enfin, quand on parlait tout à l'heure de l'innovation qui émane de l'Afrique sur les services, je crois beaucoup que ça va arriver. Et je vois pas les gros, même si... Évidemment, quand on parle de choses plus sophistiquées, les Internet of Things, etc., moi, je crois quand même qu'il va y avoir... On n'est qu'à un début, si vous voulez, sur le contenu. Hein. Vraiment, on n'est qu'à un tout début. Et je vois le local beaucoup prendre en force, quoi. Il y a un écosystème à former encore. Un seul mot avant de passer la parole à la salle. Oui, juste pour réagir sur un petit peu ce défaitisme. Non, mais moi, je pense que la messe n'est jamais dite. En particulier, compte tenu de ce que vient de dire ma collègue, en matière de numérique, en particulier sur les contenus et en particulier dans l'éducation. La messe n'est pas dite. C'est pas du tout sûr qu'on puisse pas effectivement arriver à développer des acteurs aussi importants que Google dans un secteur qui est encore un secteur en devenir, qui est l'éducation. En tout cas, il faut se battre pour éviter ça,
pas pour éviter, pas pour éviter, mais pour permettre de développer un acteur qui soit nord-sud très très fort en la matière. Bien, on va passer aux questions. Je vous rappelle, donc je m'assure avant que la NSA a reçu toutes nos communications, donc c'est parfait. Juste pour détendre l'atmosphère avant de passer à vos questions. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? J'ai vu, donc allons-y, s'il vous plaît. Madame. Merci beaucoup. Moi, j'ai suivi avec beaucoup d'attention. Il y a une dizaine d'années, on était dans la fracture numérique. Et la fracture numérique, apparemment, d'après les interventions, a été réduite. Mais aujourd'hui, il y a la bataille des contenus. Et la bataille... Dites-nous, vous n'êtes pas présenté, parce que c'est important voilà. pour... Je viens d'Algérie, j'étais l'ancienne ministre de la Recherche scientifique et du Développement technologique et l'ancienne ministre de la Solidarité. Merci. Et professeure d'université. Donc la fracture numérique a été réduite en partie par la mise en place d'infrastructures. La fibre optique, le Wi-Fi, et d'après les résultats que vous donnez pour l'Afrique, c'est très bien, sauf que les infrastructures, c'est des infrastructures fabriquées au nord et installées au sud, pour lequel le Sud n'a pratiquement pas participé et qu'il a payé. Je pense que c'est un peu... Par contre, au niveau des contenus, la bataille des contenus aujourd'hui, dans ces forums, comment on peut mettre ensemble nos énergies pour se battre pour les contenus et pour un partage des savoirs. Parce qu'aujourd'hui, le savoir est aussi marchandisé. Il faut payer le brevet. C'est bien d'avoir des services pour le diabète, pour régler les problèmes, mais il faut avoir le médicament. Il faut fabriquer le médicament, il faut avoir les possibilités d'acheter le médicament et il faut avoir la possibilité d'aller vers le générique. Donc je crois que ces forums-là, c'est aussi l'occasion de trouver les bonnes idées, les bonnes formules pour mettre ensemble nos énergies et partager la bataille, gagner la bataille du partage de connaissances. Merci. Alors, juste pour rajouter à votre question, puisque ça rejoint l'éducation, les critiques qui sont portées par exemple au MOOCs actuellement, c'est de dire, en gros, comme on a accès aux professeurs de MIT ou je sais pas, de ParisTech, etc., c'est plus la peine de construire des écoles ou des universités au sud, il n'y a qu'à effectivement se mettre devant sa télévision et comme ça, on a une université virtuelle. Donc d'où une nouvelle domination, un rapport effectivement nord-sud qui est décalé. Je rouvre la parole en disant maintenant, mais est-ce qu'on peut donc construire autre chose? Et moi, ce qui me semblait dans ce que j'ai entendu d'un côté comme l'autre, c'est qu'en fait, les choses n'ont pas attendu. Ce qui se passe à Nairobi, ils sont déjà en train de construire. En gros, ils vont beaucoup plus vite que nous dans la construction de contenu. C'est peut-être Jessica d'abord et Yves, vous pouvez réagir sur ce point-là. Je vous laisse la parole tous les quatre. Jessica. Moi d'abord. Oui. Les MOOC, le phénomène MOOC, on en parle beaucoup, effectivement, c'est du top-down. C'est-à-dire, voilà, donc on a monsieur le professeur Stanford, parce que il est, je sais pas quoi, voilà, il va. Mais en fait, localement, sur le terrain, je veux dire, c'est pas ça qui va transformer ma vie. Là, je suis en Algérie, chez vous. Je suis ingénieur et je sais que Total va créer une nouvelle plateforme. Je cherche à rentrer dans cette plateforme-là. J'ai besoin de compétences. Je n'ai pas besoin de monsieur Stanford qui vient effectivement me dire comment faire. J'ai besoin de savoir-faire pour être tout de suite opérationnel. Et ça, c'est effectivement une dimension nouvelle à introduire, que connaissent parfaitement nos pédagogues, je veux dire, dans le système éducatif, mais à transmettre par le numérique, ce que vous appelez le partage, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut arriver à un système où effectivement on arrive à mutualiser toutes ces énergies, toutes ces formes d'apprentissage et à les mettre en commun pour le repartager. Je veux dire, si effectivement, vous, en Algérie, par exemple, vous êtes très très fort dans certains domaines, vous avez énormément de moyens dans le domaine de l'énergie. Si effectivement, on arrivait ensemble à travailler sur des programmes extrêmement efficients en matière de formation du personnel dans ce domaine-là, c'est réexploitable partout dans le monde. Et
et vous-même, parce que là, vous avez les moyens financiers pour pouvoir former ces gens-là, et de la même manière, au Kenya, dans l'extraction, par exemple, ils vont faire la même chose. Et après, si effectivement une nouvelle mine, enfin, vous découvrez un gisement, je ne sais pas, en Algérie quelque part, vous allez pouvoir utiliser la même le même savoir-faire que Juste celui une du question Kenya. avant que Jessica Mutualisons. réagisse. En quoi ces systèmes vont tenir compte des spécificités? Vous insistiez hier, madame, dessus, sur les spécificités culturelles, parce que c'est quand même une question aussi d'efficacité pédagogique, et pas avoir des systèmes uniformisés qui tuent toutes les cultures. L'inverse, est-ce que ça, effectivement, aujourd'hui, c'est possible? La technologie réduit cette dimension culturelle, ou au contraire, elle est capable de la prendre en compte? Il faut penser global, parce que les moyens à mettre en œuvre sont colossaux, et que effectivement les besoins sont à peu près les mêmes partout, mais il faut penser local pour ce qui est effectivement des solutions éducatives. Il faut ce que les Anglais appelaient, les Américains appellent du glocal. Il faut créer ce glocal network qui est le fait de se mettre ensemble pour créer un opérateur ou un système éducatif qui soit particulièrement efficient, en fait, parce qu'il pense local, mais il doit venir de la base. Et il doit venir de la base. C'est bottom-up. Pour l'instant, les MOOC, c'est top-down. Il faut travailler bottom-up. De toute manière, tout le monde sait que c'est comme Jessica, ça qu'on arrive à des choses particulièrement efficientes. Vous confirmez cette vision? I'm glad my colleague actually highlighted what I was about to emphasize is the iHub approach is more bottom-up, right? You work with the community to understand their needs, and based on it takes a long time. Trust me, 4.5 years down the line, we're still learning the community. So the bottom-up approach combined with the top-down approach, making a hybrid approach, it's really, really important. What I'd say is, yes, a majority of the urban people in the urban area are actually using MOOCs. They're on Udacity, they're on Coursera. Ask them, they're on the MIT courseware. But ask them how many times they actually finish those courses. Half. 2%. Or even like, yes, less than 10% actually finish the courses. So actually, what are they learning, right? What is the end goal that they're actually learning? Is that nowadays we actually want to learn everything and anything because it's out there and it's so pervasive and ubiquitous, like content and technology is all over, that we can learn anything and everything by the click of the internet. But the thing is, while we're learning that at the top level, what's going on in the middle is that we seek to see what's going on in the middle, is that we don't actually empathize and localize ourselves with what's going on in the middle, and then we actually create technology and services that actually don't benefit a huge majority of the people. So what companies like MFARM and Eneza Education and Kopo Kopo, a lot of the local companies in Kenya, what they're doing is they spend a lot of time with their users, and they spend months and months just in alpha 1 of the technology, and they reiterate based on the needs. And it's a lot to do with human-centered design, is that we can actually use the approach of design thinking and human-centered design. I think you've seen a lot of talks that actually use the bottom-up approaches, understanding the user's needs, their behaviors, their attitudes. C'est un outil de reconstruction du tissu social. Whatever you said. Yes, working with the community to actually create human, user-centered services and applications and local content that actually benefits the community. One thing you said about patents and things like that, it's the approach we use. If you're going Creative Commons, then let's go Creative Commons. It's open for all to use, but respect the ethos of open source. If you need to give back, give back. Yeah? Professeur, juste en réaction, mais je rajouterais peut-être une question. On sent bien, et ça rejoint ce que disait madame, donc à la fois la question du local et de la place du Sud par rapport au Nord dans cette question-là, mais je rajouterais une autre question. On sent bien qu'on a eu du mal à passer au professeur ou à l'enseignant 2.0, et en fait, on va lui demander dans les 5 prochaines années à passer au 3.0. Donc ça veut dire, est-ce qu'il faut fabriquer des nouveaux professeurs? Il faut sans doute changer de génération, peut-être, mais
On travaille beaucoup dans l'école à laquelle j'appartiens, on travaille beaucoup sur les MOOC, on est partie prenante de FUN, France Université Numérique, on regarde et on suit exactement ce qui se passe. Je crois que dans le domaine de l'éducation, la killer app n'est pas encore là. Et donc on n'est pas encore, vous savez que le numérique se développe, on croit à beaucoup de choses et puis au bout d'un moment on s'aperçoit qu'en fait c'est d'ailleurs que l'innovation vient. Je pense que les serious games ont effectivement un rôle à jouer dans le futur des procédures éducatives. Je ne suis pas non plus un spécialiste de la question, mais on s'y investit beaucoup et donc on n'est pas du tout à côté de ce genre de choses. Je rappelle simplement aussi dans le rapport Nord-Sud qu'au Burkina Faso, la bande passante internationale est de 1,5 gigabits. Et donc c'est une dizaine ou une vingtaine de haut débit français à 200 mégabits par seconde. Donc on n'est quand même pas non plus dans des contextes technologiques qui permettent d'avoir, je dirais, des services tout à fait haut de gamme entre le nord et le sud. Ce qui me semble tout à fait juste, c'est qu'effectivement, il faut que l'innovation parte du champ africain et que se multiplient les incubateurs, ce qu'on appellerait ici des incubateurs d'idées un petit peu partout. Vous nous avez montré hier un très bel exemple d'innovation au Burkina Faso qui a remporté ce prix de Berkeley. Et donc, on multiplie ce type d'initiative et qu'on donne les moyens effectivement de faire émerger l'innovation sur le terrain. Et que ce qu'on peut regretter, c'est que les opérateurs économiques africains, notamment les grands réseaux de télécommunications, ne soient pas plus proactifs dans ce domaine et où effectivement il y a beaucoup de choses à faire. Ceci étant dit, je voudrais juste apporter un bémol. J'étais à Accra, au Ghana, la semaine dernière dans un colloque sur l'e-économie et quelqu'un posait la question, mais pourquoi est-ce qu'il... vous savez qu'une des motivations essentielles de la connexion à Internet aujourd'hui des jeunes Africains, puisque ce sont les jeunes qui se connectent à Internet, c'est les réseaux sociaux quand même. Enfin, je veux dire, c'est ça la motivation essentielle, l'email et les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu la création d'un réseau social africain ? Pourquoi est-ce que, compte tenu des spécificités, notamment en Afrique subsaharienne, sur le partage d'un certain nombre de communs qu'on a évoqués, la musique, la vidéo, tout un tas de pratiques culturelles, linguistiques, etc., pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un réseau social dédié à l'Afrique qui s'est créé ? Mais tout simplement, me semble-t-il aussi, parce qu'on néglige très souvent un phénomène économique tout à fait majeur qui est celui des effets externes. Et que les gens vont là où vont les autres. Et que effectivement, Facebook, c'est aujourd'hui le lieu où tout le monde va. Et que donc, on doit aller sur Facebook, même si les fonctionnalités de Facebook ne répondent pas exactement aux conditions que l'on aimerait avoir, aux services que l'on aimerait avoir sur ce site-là. Et donc, la puissance des externalités du numérique, c'est quelque chose d'absolument fabuleux, qui crée le succès de toutes ces grandes entreprises GAFA, donc des Google, Apple, Facebook et autres. Cette puissance des externalités est ce qui limite effectivement, en quelque sorte, la prise de pouvoir des populations sur leur devenir numérique à l'heure actuelle. D'autres questions? On va passer la parole à Florence. Yes. Monsieur? Allez-y, oui. Hello, good afternoon. It's Brian Kilkelly from World Cities Network. And my question is regarding trust as a potential issue for all of us, both north and south, in terms of the ability to take advantage of the great technologies and digital economy. And my question to the panel is, are we doing enough to build trust in the systems and the technologies that are enabling all of the great things that are happening? My assumption is that actually trust is going to increasingly hold us back at producing these innovations. We're seeing this in Europe already, where people are actually refusing to share their data. They're opting out of data sharing systems. It's happening in the UK. The National Health Service, for example, wants everybody automatically to share their data across all the health services. But actually people are opting out of that system massively because they don't trust the government to look after their data. And I think if we don't, I'd be interested to hear whether or not you feel that's an issue that is currently in the north, but also an issue in the south. And I think part of the answer, of course, is the bottom up. That's how you do build trust. But I think all of us need to be investing more time and energy in building trust. And I'd love to hear your opinion on that. Qui veut répondre? I think trust is one of our participants yesterday, I think Titi from Indonesia,
who deals with the City Forum said trust is one of the ingredients to innovation. And this is from my experience as the iHub. It was the first tech hub to be set up about 5 years ago, right? It was one of the first tech hubs to be set up 5 years ago. And in technology adoption, trust is also one of the key factors. Based on things like what kind of influence does it have? Is it like trustworthy to use? What are the benefits you reap out of using it? Is it beneficial to me? So actually, when we encourage a lot of people to actually be part of the iHub in terms of partners and corporate sponsors, a lot of people shied away because they didn't know this new innovation that actually existed. They were like, it was a risk. It was risky to set up something like that never existed in East Africa before. But the thing is, once you did it, everyone came. It was like a tidal wave. Everyone wants to be part of this new wave that's riding in technology, right? And just to my colleague, is that why there's no local African Facebook and things like that? It's an issue of trust again, right? When majority of your colleagues are using platforms like Facebook and Twitter and things like that, there's a sense of the youth nowadays is the sense of there's a lot of peer pressure and people kind of like come in clusters together, and that's where the trust builds in some sort of clusters. So it's kind of a community approach whereby you build that level of trust in small clusters, and eventually the small clusters come up into a bigger cluster, and that's more of the bottom-up approach. But what you can do is actually, like in Kenya, a lot of people are actually hesitant to actually do business or partner with the government or academia for various reasons of political instability or academia taking too long to do things. But then if these parties and stakeholders are very agile in the way they do things, is that they're not bureaucratic, and innovation is about being disruptive and less bureaucratic, then you actually build some level of trust. What we do at the iHub is we put the community, the tech community as the center. And when we talk to our stakeholders, if it doesn't align with benefiting the tech communities, then we won't do it. And the community has got to know that the iHub actually does that. And we would not enter any partnerships or with any other stakeholders that would actually kind of force them to go a specific direction. And it's just about, it's all about, it's not about lobbying or anything. It's just about using very innovative and creative mechanisms to actually manage and deal with community. And community management is one of the greatest challenges you can actually, because we don't deal with hundreds, we deal with thousands plus. So it's tricky. Florence, juste 2 minutes. Juste avant, j'ai l'impression, juste pour réagir aussi avant de donner la parole à la salle, que les jeunes Africains ont d'abord une volonté d'être citoyens du monde, en fait, en participant. C'est une manière de rompre une sorte de ghettoisation avant du continent, et la nouvelle technologie permet aujourd'hui de balayer cette barrière très rapidement. Est-ce que vous pouvez confirmer ça avant de repasser la parole à ça? Oui, j'ai juste rebondir. Je crois qu'il y a une plateforme sociale en fait très importante en Afrique qui s'appelle Mixit. Alors ça fait un moment que j'ai pas regardé les chiffres, mais il me semble qu'il y a des centaines de millions de jeunes Africains. Mixit, hein? It's huge, though, isn't it? Like, what do you remember? Do you know? It's in South Africa, yeah. But doesn't it go further? No? Okay. Bref, je vais rester 2 minutes sur cette histoire de trust, mais alors vraiment ça c'est tout un sujet, on pourrait en débattre pendant des heures parce que ça, il y a les sujets qui vont aussi haut que la Internet governance en général, avec entre autres les affaires de Snowden, etc. Mais après sur les choses pratico-pratiques, il reste beaucoup de travail à faire sur ce sujet. Moi, je suis en plein dedans en ce moment, justement, sur la M-Santé au Sénégal, où on voit qu'il y a encore beaucoup de régulations qui doivent se faire entre autres entre le ministère de la Santé et des télécoms. Ça m'intéressait de rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire allons-y ensemble, le partage, etc. Parce que ça me semble vraiment essentiel. Moi, dans les projets sur lesquels je travaille sur la M-Santé, il y a 2 raisons à ça. C'est que
jusqu'à maintenant, on voit beaucoup des projets M qui ont été bâtis par les opérateurs télécoms. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est eux qui ont vu la révolution mobile arriver beaucoup. Donc quand on va voir la GSMA, qui est l'association des opérateurs mobiles, on voit qu'il y a des centaines de services. Quand on prend la M-Santé, par exemple, le secteur pharmaceutique, pour l'instant, ne s'est pas saisi, en fait, ou commence juste. Enfin, il y a des choses qui se font, mais c'est vraiment qu'à un début. Quand on regarde le pourcentage de projets qu'ils ont implémentés par rapport au secteur télécom, c'est encore que ça. Donc, c'est très important, ce travail entre les secteurs, donc entre les secteurs de l'éducation et de la technologie, quand on travaille avec les gouvernements. Et sur le projet diabète sur lequel on travaille au Sénégal, je crois beaucoup à ce type de partenariat, ce qu'on appelle en anglais le multi-stakeholder partnership, c'est-à-dire qu'on va au-delà du PPP, puisqu'on travaille non seulement entre gouvernement et secteur privé, mais il y a également les entrepreneurs sociaux, les ONG, les gens qui sont dans les communautés, c'est-à-dire tout ce grassroots entrepreneurial also approach des communautés. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à passer à l'échelle. Parce que quand on regarde des projets M-Santé, ça fait 10 ans qu'on parle de la M-Santé, mais on est dans un phénomène de ce qu'on appelle le pilotitis, la maladie des pilotes, ils disent dans le domaine médical. Et il faut arriver à passer à l'échelle. Et dans le domaine de la M-Santé, en tout cas, c'est probablement différent un peu dans le domaine de l'éducation, c'est ces partenariats-là, parce qu'il y a encore beaucoup de choses au niveau justement de la régulation, entre autres. Donc il faut que les gouvernements soient aussi partie prenante de ça pour... Voilà, je vois un petit peu... On accélère. Alors, oui. je reprends une dame juste à ma gauche, et puis après les deux messieurs, et je crois que j'ai vu encore quelqu'un de main. Voilà. Je vous en prie. Très bien. Oui, Sonia Barry de l'UNESCO. Moi, je voudrais revenir sur la question de l'éducation et des contenus, parce que je pense que c'est très important, effectivement, de rappeler que c'est quand même les contenus qui vont faire la différence. Et justement, il y a une opportunité extraordinaire en ce moment avec les Open Education Resources, c'est-à-dire les ressources libres en éducation. Et ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, les acteurs nationaux, locaux, enfin ceux qui, par exemple, sont responsables des contenus, c'est-à-dire les curriculum planners, comme on dit, c'est ceux qui font les curriculums, puissent utiliser cette masse très importante et qui peut être un petit peu déroutante, c'est vrai, de contenus libres et de les customiser, de les adapter aux besoins locaux, etc. Par exemple, on parle de l'entrepreneuriat. C'est très important d'avoir des incubateurs, c'est fondamental. Mais déjà, il faut qu'il y ait l'esprit entrepreneurial, il faut qu'il y ait des contenus à ce propos. Par exemple, combien de planners, de curriculum planners savent que des organisations comme l'UNESCO ou comme l'Organisation internationale du travail a fait des guidelines très précis sur comment justement mettre en place des programmes qui soient adaptés aux besoins, etc. Donc, qui sont des ressources libres en éducation, qui sont des boîtes à outils. Donc je crois qu'effectivement, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'organisation, parce que c'est une période difficile de transition, où on a énormément de choses à portée de main, mais où on va un petit peu parfois dans tous les sens. Donc je crois qu'il y a tout un travail à faire pour pouvoir identifier toutes ces ressources qui existent, pour construire des programmes qui ont un sens, et de le faire avec tous ces outils technologiques, avec toute cette technologie qui permet justement la construction de programmes et de contenus qui font sens. Merci de cette contribution, monsieur. Oui. Bonjour, Adama Pafadnam, du réseau Shed Bretagne, mais je suis originaire du Mali et du Burkina Faso. En fait, il est indéniable que l'économie numérique, c'est un véritable facteur de croissance. Mais à mon humble avis, je pense qu'il y a une fracture du numérique. Parce que si les Africains, pour moi, les Africains, ils utilisent les solutions technologiques, mais pour moi, ils se limitent à une simple consommation. Je prends un exemple par rapport aux terminaux. Le Mali, comme au Burkina, les gens sont consommateurs de ces produits, mais en réalité, c'est des terminaux qui viennent de la Chine avec des durées de vie extrêmement limitées. Et je prends aussi un exemple sur les transferts d'argent. À Bamako comme à Abidjan, on utilise par exemple Orange Money, mais est-ce que la partie qui revient, le bonus qui revient à Orange en termes de frais de transfert, vraiment c'est totalement opaque. Qu'est-ce que prenons par exemple Western Union, mais on sait qu'il y a un véritable problème parce que c'est une société qui engrange beaucoup d'argent au détriment des populations africaines. Donc,
pourrait, par exemple, les gouvernements africains ou d'autres, comme les systèmes des Nations Unies, pourraient peut-être voilà, s'impliquer dans ça pour nous permettre de réduire la fracture numérique. Je prends l'autre question et puis on va avancer comme ça en laissant le panel répondre. Bon, bonjour. Bonjour. Je voulais effectivement, la question numérique, elle est très, très prenante en ce moment, parce qu'en 2013, Oser l'Afrique, que je représente ici, a organisé 2 événements sur le continent, au Cameroun et au Sénégal, qui portaient effectivement sur ces questions-là. Les jeunes ont des idées, hein, ils ont des idées de contenu. Il y a beaucoup de musique, de films, de produits technologiques qui veulent développer, mais il manque parfois l'accompagnement pour le faire. Alors ma question, c'est est-ce que les hubs qui se créent, les incubateurs comme celui de iHub, vont dans les écoles, vont dans les lycées et les universités pour apprendre à ces jeunes qu'il y a d'autres métiers aujourd'hui qui naissent et pas simplement devenir avocat, banquier et ainsi de suite. Et surtout, est-ce que les opérateurs aussi comme Alcatel donnent les moyens pour que ces technologies sortent de la ville? Sur 1 milliard d'Africains aujourd'hui, on a appris hier qu'il y en avait 350 millions d'urbains. Il y en a beaucoup donc de jeunes dans les villages qui ont déjà un téléphone portable. Mais si on leur apporte aussi en plus la connexion suffisante pour produire et créer, ils resteront peut-être dans le village pour utiliser ça pour la technologie agricole et ainsi de suite. Voilà. Deux éléments. Après, il y aura une dernière question. Simplement, sur le M-Paiement, moi j'ai l'impression d'ailleurs que pour l'instant, le réseau le plus avancé est un réseau africain et non pas celui d'Orange. Donc peut-être vous pouvez me confirmer. Puis ensuite, je vous laisse la parole, Florence et professeur, peut-être sur les 2 questions. Sur l'entrepreneuriat. Oui, il me semble que sur l'entrepreneuriat, il y a un gros effort à faire, effectivement, pour donner les moyens. Donc, certains opérateurs s'y attellent aujourd'hui, mais c'est très certainement insuffisant. Il y a beaucoup de petites anecdotes qui circulent néanmoins qui montrent qu'il y a toute une effervescence qui n'est pas forcément très visible. Par exemple, je prendrai un exemple en Algérie sur le fait que, vous savez que dans les App Store ou dans les Android Play, les Google Play, etc., on a la possibilité de déposer des applications qui vont réaliser un certain nombre de choses. Eh bien, il y a pas mal d'Africains, de programmeurs africains qui aujourd'hui déposent dans ces boutiques des applications qui parfois sont des succès mondiaux. Personne ne le sait, évidemment, parce qu'on ne connaît pas l'identité des développeurs, ou en tout cas, on ne fait pas attention à l'identité des développeurs. Mais il y a effectivement un certain nombre de jeunes programmeurs sur le continent, en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, en Afrique intermédiaire, qui ont développé des applications qui sont aujourd'hui vendues à des dizaines de milliers d'exemplaires sur ces stores. Voilà des initiatives qui existent, qui ne font pas beaucoup de bruit et qui néanmoins traduisent le potentiel d'innovation des Africains. Oui, juste sur la question du partage des revenus, des ressources et des résultats, en fait, entre la croissance du Sud et est-ce qu'on va pomper là? Non. Moi, je crois que, en tout cas sur l'éducation et sur le problème des contenus, il y a un espace qui s'ouvre parce qu'on a tous besoin les uns des autres. Et on sait que, enfin moi je sais dans mon modèle en tout cas de conduite de l'entreprise, typiquement je partage le capital avec mes salariés, etc. Et dans le modèle de construction que je fais avec les partenaires africains, mais partout en Europe, c'est la notion de partage. Moi je pense qu'on sera, on sera très efficace, on peut gagner énormément d'argent, et beaucoup plus efficace si, dans ce monde-là de l'éducation et de la formation, on partage. C'est un peu l'open source, si vous voulez. Mais l'open source avec quand même des partages de revenus. Parce qu'on ne peut pas faire 100% open source. Parce que le prof, à qui on va dire, tu mets en ligne ton cours, ben lui, c'est au cours, c'est son revenu tous les mois. Donc il faut qu'il ait quelque part une rétribution, un moyen de gagner de l'argent. Et donc, je crois que on a, nous, la technologie... Vous avez les hommes, la puissance, etc. On a plein de choses à partager, mais ça ne fonctionnera que si on se partage effectivement les revenus. Ça, j'en suis convenu. Et c'est pour ça que, en tout cas, moi, je travaille sur ce modèle-là économique. Alors, notre temps est terminé. Juste une question pour pas... Laurence, vite fait. Juste une question pour poursuivre éventuellement sur les modèles économiques et notamment en termes de M-santé. Aujourd'hui, vous disiez il y a beaucoup de pilotes. Est-ce que le fait que ces pilotes ne sortent pas, est-ce que c'est lié un petit peu à ce qu'on a connu
dans la pharmacie avec les maladies orphelines, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché. Aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique parce qu'éventuellement, on va s'adresser à des populations à des niveaux très, très, très faibles de revenus et donc qui ne sont pas prêtes à payer pour ces services-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on a avancé dans les modèles économiques? Alors, si vous voulez, on va, comme on a quasiment dépassé le temps, Florence en 30 secondes, et je laisserai après 30 secondes à la plus jeune d'entre nous, parce que c'est elle qui fera l'avenir. Oui. Alors, je ne vais peut-être pas rester trop longtemps du coup sur cette question, mais enfin simplement, oui, il y a beaucoup d'avancements. De toute manière, la clé de voûte, c'est qu'il faut mettre des services en place qui sont utiles pour les gens, et à partir de ce moment-là, il y aura... Mais c'est beaucoup plus compliqué dans la M-Santé, parce que c'est cette notion du public qui se mélange, et on est encore en train de travailler sur des modèles économiques. Ça va prendre encore un petit peu de temps sur certaines choses. Il y a certaines choses où ça va être évident. Les gens seront prêts à payer parce qu'ils savent que ça va... Ils ne seront pas hospitalisés, parce que, etc. Mais il y a les assurances santé, il y a le gouvernement, il y a pas mal de modèles différents. Voilà. Ouais. Et puis, je voulais juste rebondir sur la question de monsieur sur l'infrastructure rurale. Oui, on travaille beaucoup là-dessus. Ça fait partie des challenges. C'est très important parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est dans les zones rurales que les gens pourront plus le profiter de ces services. Donc il y a des modèles économiques très intéressants d'investissement actuellement où on travaille avec les gouvernements et l'écosystème ICTs. Mais c'est un sujet qui est un peu compliqué, mais on a... Voilà. 30 seconds for a message. Thank you, Paul. Just to answer my colleague, yes, the iHub does outreach programs to universities every month and to schools talking about what we do as a technology hub, and we invite various entrepreneurs who have other different careers apart from actually starting a business, speaking about what they've done during their life and why they've started a business. So we actually do inspirational fields to both schools and universities. And I believe tech hubs around Africa and emerging markets are what we call a university of life for the young entrepreneurs who cannot actually get a formal education in universities. There's a lot that they can learn from each other to peer learning and through online platforms and local content. So it's extremely important that we in this room, it's time to make a choice. The theme of this conference, time to make a choice. Are we going to sit back and discuss, or are we going to stand up and act together and actually do something together? After you leave this conference, whenever I leave a conference, I actually leave with a set of friends and a set of networks, and I say we actually have to do one or two things together and see if we can actually work together. So it's time for us to make a choice, ladies and gentlemen. It's up to you. Je vous propose d'applaudir notre panel. Merci à vous. Et merci à eux.